Marvel l'a bien cherché, ils ont tout niqué. Qui n'est jamais sorti d'un cinéma en rêvant d'avoir des super pouvoirs? Me mentez pas, on y a tous déjà pensé. Le problème chez moi, c'est que ce sentiment, il s'est un peu effacé au fil du temps. Joue à quoi? Avant, c'était Je unique. sais pas. Je vivais une fois tous Je les 5 vois. ans. Et puis après, j'ai compris qu'il y avait un gros problème avec les films de super-héros. Surtout quand je vois ça. Des foules en délire devant un film conçu pour et par les fans. À cette époque, on est déjà écrasé par les films de super-héros. Mais genre, vraiment écrasé, même noyé. À un moment, on pouvait pas ne pas être obligé d'aller voir ces films au cinéma tellement leur marketing était puissant. On parle de franchises, de comics, de reboots, de spin-off. Mais il y a surtout un mot qui est rentré dans notre vocabulaire. Marvel. C'est tellement devenu un mot fourre-tout quand on parle de films de super-héros que maintenant il y a même des gens qui disent « Ah non mais moi j'aime pas les Marvel » quand on parle de Batman. D'ailleurs ils me rendent fou. Depuis 2008 et la sortie d'Iron Man, on recense près de 40 films et 25 séries adaptées des comics Marvel. Oh, on peut respirer un peu ou pas? C'est énorme. Ça fait près de 20 ans que Marvel est omniprésent sur nos écrans. Ils ont créé des modèles de production qui ont complètement bouleversé la manière de consommer des films. T'as le chapitre 2 du jeu Roblox Silvermine jusqu'à imposer une réelle dictature du cinéma populaire. Ouais, j'ai pas peur de le dire, une dictature. Quand vous saurez le nombre de grands films qu'on a loupés à cause d'eux et d'acteurs prisonniers de leur rôle depuis tant d'années, vous allez péter un câble. Marvel c'est devenu un phénomène de société, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Et ça, c'est la faute d'une seule personne. Mais le problème, c'est que ça marche. Avec sa stratégie, Marvel a empoché plus de 30 milliards de dollars en moins de 20 ans. Et ça, même en produisant parfois des films de merde. Alors il y a une rumeur qui a doucement commencé à éclore ces dernières années. Après tant d'années de supériorité, est-ce que Marvel n'aurait pas fait plus de mal que de bien au cinéma? Bon, qu'on soit clair, Marvel n'a pas détruit le cinéma. Ils l'ont révolutionné. Et c'est peut-être encore plus dangereux. Des films Marvel qui m'ont donné envie d'avoir des super pouvoirs, et il y en a plein. J'ai adoré cette franchise. Mais là, faut qu'on en parle, parce que quand une révolution dure depuis plus de 20 ans, est-ce que c'est pas une dictature? Vas-y, dis-nous tout, Louis. Je n'attends que ça. Un film de super-héros, c'est ça. Oh non, mais c'était dingue. Là, c'était dingue. Ça. Pour vous, c'est un public de zinzin devant un film, mais pour moi, c'est le résultat d'une stratégie marketing qui dure depuis plus de 20 ans. Bon, pour les deux du fond là qui ont évité les spoilers pendant 6 ans, bon déjà, je sais pas comment vous avez fait, c'est une performance exceptionnelle, mais là, on va devoir parler du film qui est projeté à l'écran. En décembre 2021, le Grand Rex diffuse Spider-Man No Way Home en exclusivité mondiale. Et fun fact, mais le film est d'abord sorti en France avant de sortir aux États-Unis. Alors, c'est peut-être un détail à ce moment de l'histoire, mais pour le public français à l'époque, c'est un cadeau des dieux. Le film est tellement attendu que le fait qu'on le diffuse chez nous en premier, c'est une bénédiction carrément là. Ça fait un an que des rumeurs circulent sur ce film, des experts ont disséqué les teasers, puis les bandes annonces. Et selon eux, ce qu'on voit dedans n'est pas la version finale du film. On nous ment. On dirait que plusieurs parties ont volontairement été modifiées numériquement, comme pour cacher quelque chose ou quelqu'un. Alors ils en arrivent à une conclusion. Dans ce film, on a Tom Holland qui incarne Spider-Man comme depuis 5 autres films avant. Mais, dans ce même film, il pourrait y avoir 2 autres Spider-Man. Ceux joués par Andrew Garfield et Tobey Maguire dans les films précédents. Et les spéculations étaient correctes. Mais pour faire rentrer des personnages aussi attendus, il faut créer l'attente tout le film et la scène de reveal doit être super. Exceptionnel. Après plus d'une heure d'intrigue, quand les personnages principaux sont dos au mur, dans une énième tentative pour arranger les choses, de nouveaux Spider-Man viennent débloquer la situation. Alors, en plus, le film il dure quoi? 2h30 2-3 heures? Il dure combien de temps ce film? Parfait, parce que vous avez pas dure pas 3 heures si? Je sais plus. 3 Spider-Man dans le même film. 3 pour le prix d'un, c'est littéralement ce même. 2,30. Comment c'est possible? Depuis la fin d'Endgame, le snap a fissuré la réalité, on n'a plus de TVA pour gérer la situation et les incursions commencent à pointer. Du coup quand Strange fait son sort de tout le monde oublie que Peter Parker est Spider-Man, bah ça capote. Au lieu de juste effacer la mémoire de la Terre 616, il ramène ses vivants. Ceux de la Terre 96-283 et ceux de la Terre 120-703. C'est pas clair? C'est le multiverse. Si vous avez pas compris ce que je viens de dire, alors va falloir se poser avec une aspirine, un gros verre d'eau et on va y aller main dans la main. Parce que les casse-têtes comme ça va devenir la spécialité. Ouais, on l'a vu tout à l'heure le trailer. Faut pas être un super-héros pour comprendre. Bon, et cette ambiance de stade de foot dans un des cinémas les plus prestigieux du monde, comment on en est arrivé là? Je suis pas sûr que c'était le plan des frères Lumière quand ils ont inventé le cinéma, by the way. En décembre 2021, si tout le Grand Rex est en mode champ de bataille pour No Way Home, c'est parce que le plan mené par Disney et Marvel depuis plus de 2 ans pour tout baiser vient de marcher. On a tellement teasé ce film qu'il est devenu nécessaire. Et après sa diffusion, le cinéma ne sera plus jamais le même. Ah, pardon, j'ai dit Disney?
En août 2009, une nouvelle on secoue va la skip. planète. Disney rachète Marvel Entertainment pour 4 milliards de dollars. Avec cette coquette somme, Mickey est désormais propriétaire de Marvel Studios, Marvel Comics et Marvel Television. Alors au début, tout le monde voit le rachat sous le prisme des parcs d'attractions, des jeux, des produits dérivés, et c'est vrai. Et c'est même comme ça que les dirigeants de chez Disney le justifient. Parce qu'en 2009, des films Marvel, on en a très peu. Enfin, on a quoi? On a le premier volet d'Iron Man et c'est tout. Les films de super-héros ont déjà fait leurs preuves chez d'autres. On sait Mais attendez, mais quand un personnage d'un super-héros est acté par quelqu'un, c'est son image. Et donc si son image est utilisée pour des jouets, est-ce que le gars il touche de l'argent à chaque fois qu'un jouet est vendu? qu'on est capable de faire de bons films d'action inspirés de comics qui plaisent au public et à la critique, et qui rapportent pas mal de thunes. Ah, elle était belle l'époque où les Marvel se comptaient sur les doigts d'une main. Au moment où Marvel se fait racheter, il y a quelques films en préparation. Et l'arrivée de Disney va complètement booster la production et le réseau de distribution. Au départ, Disney signe un contrat de distrib avec Paramount. C'est Paramount qui détient les droits pour les films Marvel. Mais ça, Disney finalement, ils aiment pas. Ah, ils ont envie de tout gérer. Alors ils rachètent la diffusion pour 115 millions de dollars. Une bouchée de pain. Waouh. En contrôlant la distribution, Marvel et Disney choisissent eux-mêmes les dates de diffusion des films. Genre les semaines où les cinémas sont les plus fréquentés. Ils gèrent aussi la promo de A à Z et surtout, ils prennent plus d'oseille. Plus d'intermédiaires, c'est Disney qui fait tout. Et faut croire que ça a marché. Avengers sorti en 2012 et Iron Man 3 sorti en 2013 dépassent le milliard de dollars au box-office. Dingue. Le milliard, mon pote. Alors à cette époque, le spectateur le sait pas, mais Marvel et Disney travaillent main dans la main à un plan qui est destiné à mener... C'est vrai que dans la liste des 10 films qui ont rapporté le plus, il y a tellement de films genre de Marvel, c'est dingue. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Où des mecs se retrouvent debout sur leur siège de cinéma en 2021. Et la première pierre de ce plan, c'est l'univers étendu. Marvel à la base, c'est un éditeur de comics, de bandes dessinées de super-héros, fondé dans les années 30 aux États-Unis par Martin Goodman. D'abord les comics, ça a cartonné, après plus, puis il y a eu des auteurs de comics qui ont commencé à proposer des nouvelles histoires. Si je vous dis Stan Lee et Jack Kirby, ça vous parle? Bon, en même temps, ils ont créé que quelques super-héros pas connus de ouf, quoi. Ah, ils ont tout baisé. Et en plus de créer des personnages uniques, ils ont révolutionné la bande dessinée en créant des personnages avec des histoires communes. C'est tout à fait normal d'avoir Spider-Man et les 4 Fantastiques dans la même BD, oui, absolument. Et grâce à cette nouvelle manière de raconter des histoires, les ventes repartent à la hausse dans les années J'écoute 60. Sofiane ou Avec quoi? les héros de comics, les Non, lecteurs c'est pas s'approprient des Sofiane. nouveaux héros dans un monde qui change. C'est Louis, tu les comprends États-Unis rien ou sont quoi? en pleine guerre froide. Lisez Iron Man parce qu'il botte le cul des communistes. Putain, On rien développe des armes nucléaires? Regardez Hulk, le monstre gravé de rayons gamma. Les X-Men, c'est littéralement l'allégorie des minorités laissées pour compte aux États-Unis. Ça marche parce que les lecteurs reconnaissent leurs peurs, leurs espoirs, leurs craintes, leur quotidien dans ces histoires. Alors quand Marvel sort des films au début des années 2000, ils ont tout cet héritage derrière eux. D'ailleurs, en parlant des X-Men, vous avez déjà vu la trilogie des films réalisés par Bryan Singer et Brett Ratner? Non? C'est dommage parce que vous devriez vraiment. Mais ça, c'est pas le plus important, parce qu'en fait, dans l'équipe des mecs qui réalisent les X-Men à cette époque-là, on a Kevin Feige. Ce gars-là, c'est Monsieur Marvel. Putain, Quicksilver C'était chez les littéralement X-Men. le geek boutonneux dans son coin qui connaissait tout sur tout aux comics. Il connaît le travail de Stan Lee et Jack Kirby sur le bout des doigts. Et Kevin Feige, quand il rentre chez Marvel Studios au début des années 90, c'est la merde financièrement. Et vous savez ce que c'est son taf au départ? Il annote les scénarios des films que Marvel vend à d'autres studios pour te dire si telle ou telle scène correspond aux comics. Sweet Et pendant les dreams are réunions, made Lily Villeneuve, qui of annote les beer. scénarios, elle est vraiment pas mal. Alors on l'écoute. Jusqu'en 2007, où on l'a tellement écouté, il a tellement fait des bons choix qu'il est devenu responsable de la production. Et à partir de ce moment, il va encore plus s'impliquer dans le projet du prochain film Marvel. Et ça tombe bien parce que vu qu'il connaît l'histoire par cœur, il va pouvoir beaucoup aider sur le processus de production. De quoi il parle ce film? C'est l'histoire d'un milliardaire un peu foufou qui va jouer avec une armure bourrée de technologie militaire. En 2008, Iron Man ça cartonne tellement. Oh là là, Vous savez c'était ce qu'on dingue. dit à Kevin Feige? Par ici, prenez place, monsieur le directeur. Et quelques mois plus tard, Disney arrive avec ses milliards. C'est l'alignement des étoiles le plus parfait. Venez, on imagine un truc ensemble. Tu mets un geek qui connaît tout sur tout à l'univers Marvel à la tête de ta boîte. Tu lui donnes les milliards de Disney et tu profites même de leur réseau de distribution. À votre avis, il va faire quoi? Ça va Le être gars dingue. réalise littéralement ses rêves d'ado. C'est oui. lui le chef d'orchestre de tout ce bazar avec l'univers étendu. On commence à avoir des méchants communs à différents héros, des super-héros qui font des apparitions chez des copains avant d'avoir leur propre saga, des univers parallèles, des héros qui deviennent des anti-héros, comme dans les comics. Tu m'étonnes que Disney a laissé faire Feige. Adapter des comics, c'est comme si la moitié du taf avait déjà été faite. L'histoire elle est Ouais. déjà écrite, elle est storyboardée. Si t'aimes pas toute l'histoire, tu vas piocher dans d'autres comics, tu pioches où tu veux, ce que tu veux, tu secoues le tout, et hop, un film Marvel. L'univers étendu, c'est la recette magique de Disney pour régner sur le cinéma pendant les 15 prochaines années. Mais comment on introduit ce concept aux spectateurs? Pas avec un film, mais avec ce qui se passe après. Vous êtes déjà resté dans un cinéma une fois que le film était fini? Alors avant l'arrivée de Marvel au cinéma, moi, personnellement jamais. Mais à partir de 2008, une rumeur commençait à circuler sur les forums de cinéphiles. Si tu restais jusqu'à la fin du générique d'Iron Man, que tu laissais passer 10 minutes, que tu réussissais à affronter le regard des autres spectateurs qui te prenaient pour un fou parce que t'étais le seul assis sur son siège, que tu Ouais. réussissais cette envie de partir parce que t'en peux plus, t'as envie de pisser depuis 2 heures, à la fin de toutes ces épreuves, une scène bonus apparaît à l'écran. I am Iron Man. Only superhero in the world? Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative.
Les fameuses scènes post-génériques sont nées. C'est révolutionnaire ce truc. Avant ça, les scènes post-génériques c'est marginal. C'est une blague du réal ou alors un bêtisier, mais certainement pas un bout de l'intrigue du prochain film. Pour les Putain, fans c'est de vrai, comics ça. qui connaissent déjà l'univers sur le bout des doigts, cette scène à la fin d'Iron Man, c'est un banger. Ils viennent de voir Nick Fury parler des Avengers à Tony Stark. Ils sont trop hypés. Alors pour le mec qui connaît rien, il vient de voir Samuel L. Jackson avec un manteau de cuir et un bandeau sur l'œil en train d'évoquer des personnages qui n'existent pas. Mais ils comprennent qu'il vient de se passer un truc de ouf. Ils sont trop hypés. Et que tu sois un fan hardcore ou un mec qui vient juste de passer un bon moment au cinéma, tu rentres chez toi pour en savoir plus sur cette fameuse scène. Dans les scènes post-génériques des 5 films Marvel sortis avant Avengers, on retrouve 4 fois Samuel L. Jackson. Et à chaque fois, son apparition n'a qu'un seul but, et c'est pour préparer une seule chose. Les Avengers. Holy shit! Ah, j'ai des frissons là, putain, je vais regarder Avengers juste après cette vidéo. Avengers, c'est pas seulement un film de super-héros de 2h23, non, c'est une vraie performance de cinéma. Marvel réussit à réunir à l'écran Iron Man, Thor, présenté 2 ans plus tôt, Captain America, Black Widow, Hawkeye et Hulk. Cette scène dans le film, c'est le dénouement d'un plan préparé grâce à 4 films et autant de scènes post-génériques. Avec Avengers, Disney et Marvel annoncent la couleur. Et les films de super-héros maintenant, c'est ça. Ah, et aussi préparez-vous... Ouais. Et la Avengers, qui Disney. La badise israélienne sioniste. Putain, fait chier. Pourquoi ils sont tous sionistes, ces B? Marvel annonce la couleur. Et les films de super-héros maintenant... Ils font chier, frère. Non, c'est ça. Ah, et aussi préparez-vous parce qu'accessoirement maintenant les films ce sera 2h30 minimum. Avengers ça a marqué un réel tournant dans la pop culture. Ça a révolutionné notre façon de voir un film d'action jusqu'à ce que ça change même notre vocabulaire. Quand le PSG aligne Neymar, Mbappé et Messi, et ben on parle directement des Avengers. Ah, et petit spoiler, On Messi, dit, c'est quoi ce multivers là? à l'époque on pensait qu'Avengers allait mis Pardon, un j'ai une très crotte haut de nez qui est sortie niveau de mon intrigue nez. et casting, et bon on va pas Pas attendre très très stylé. longtemps avant d'être encore plus sur le cul. Ce que Marvel vient de faire avec Excusez-moi. Avengers, aucun studio n'avait pensé, osé le faire avant. Un univers qui prend jamais fin, c'est révolutionnaire. Avengers, c'était du crack, et comme l'a chanté un célèbre rappeur, Première dose gratos. Le boulot s'est fidélisé. en 2012, le plan de Marvel et Disney, enfin Disney Marvel, ou juste Disney, je sais plus. Bon bref, le plan est déjà en place. Et on a introduit un nouveau concept, les phases. La phase 1, c'était Iron Man, l'incroyable Hulk. Iron Man 2, Thor, Captain America et Avengers. Et avec le principe de phase, on regroupe maintenant ce qu'on appelle le MCU, Marvel Cinematic Universe, en chapitres. Chaque phase a sa couleur, son intention, ses enjeux, son grand méchant aussi. Et toutes les 3 phases, on a une saga. C'est bon, vous suivez? Non, parce que qui dit phase 1 dit phase 2. Iron Man 3, Thor The Dark World, Captain America The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Avengers Age of Ultron et Ant-Man. Et qui dit phase 2 dit phase 3. Captain America Civil War, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy Volume 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Ant-Man and the Wasp et Spider-Man Far From Home. Toute cette phase là, c'est 7 milliards de dollars. En 8 films. Et j'ai même pas encore parlé des 2 plus importants. Oh my god. Maintenant, quand Marvel annonce un film, Oh, c'est l'argent. avec toute une phase complète. T'as envie de voir le prochain Avengers? Ok, c'est cool. Moi aussi, j'ai envie de le voir, mais attends de voir ce qu'on sort après. Chaque Comic-Con est attendu comme le Messie. On veut découvrir les noms des prochains films, parce qu'un nom c'est un indice, et si ce film arrive avant celui-là, et ben c'est probablement parce que Marvel travaille déjà sur la suite de celui-ci. C'est pas facile, hein. Avec les phases, Marvel détruit complètement le concept God de la damn. narration. Avant ça, aller au cinéma pour voir un film, c'était plutôt clair. Ah, Ton et chez nom, Eddie Murphy! Pardon. ce que tu savais déjà du film, c'était son résumé, t'avais vu sa bande-annonce et peut-être l'interview du réal ou des acteurs principaux, tu regardais ton film, à la fin les lumières se rallument et tu passais à autre chose. Fin. Maintenant avec Marvel, tu vas au cinéma, tu sais déjà qui est le méchant, t'as vu 3 teasers et 2 bandes-annonces, t'as tout épluché sur le film grâce à des youtubeurs théorie Marvel, et t'as peut-être même lu les comics. Et puis en plus maintenant, t'as une première scène post-générique au bout de 5 minutes et encore une autre à la toute fin du générique. Je sais pas si vous avez la ref, mais moi là, en termes de Marvel, là, ce qui me vient en tête, c'est genre des youtubeurs, tiktokers et tout, théorie, c'est un mec qui fait genre, est-ce que Spider-Man peut battre Iron Man? Ouais. Parce que c'est long, hein, générique Marvel, oh la vache. Les lumières s'éteignent encore, tu regardes 2 minutes de cette scène post-générique et t'as qu'une envie, rentrer chez toi pour pouvoir faire le lien avec le prochain film Marvel qui est annoncé dans 6 mois. Tu sors du cinéma en étant agressé par la lumière du jour, tu te rappelles enfin de ce que ça veut dire de respirer de l'air frais, t'as 17 appels en absence de ton boss parce que t'es rentré au cinéma un lundi soir et que t'es sorti un jeudi matin. Tu rentres chez toi, tu vas sur Reddit, il y a déjà 12 sujets sur la scène que tu viens de voir et quand tu demandes des infos, on te dit que pour comprendre, il fallait lire le comic numéro 372 qui est uniquement disponible dans une bibliothèque dans le Nevada. Ça s'arrête jamais. Chaque film est un événement. Chaque sortie de film participe encore plus à créer de l'attente chez les spectateurs. C'est trop fort. Et vous savez où le plan de Marvel est encore plus fort? Avant, un film Marvel était égal une histoire sur un perso. Après Avengers, quand tu réunis tout le monde dans un film, ça donne une histoire dans l'histoire. Et à partir de la phase 2, c'est open bar, tout se mélange. Tony Stark fait des apparitions chez tout le monde, Thor aussi, du Captain America en veux-tu, en voilà, Hulk, je t'en parle même pas. Côté spectateur, on nous fait comprendre que c'est hors de question de louper un seul film maintenant. Bah ouais, ils sont tous essentiels pour comprendre les 10 prochains. Tu vas plus au cinéma par passion, mais par obligation. Parce que tu veux pas perdre le fil. Et tu sais très bien que t'es obligé d'aller voir tous ceux qui sortent avant pour
comprendre ce film en question. Ouais, Avec c'est vrai. cette stratégie, Marvel et Disney, ils ont réussi à créer la FOMO ultime. Surtout que le FOMO. 6 juillet 2018, la moitié de la population disparaît. Dans Avengers Infinity War, on découvre Thanos, top 5 des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Enfin, on découvre. On notice son arrivée depuis 2012 et la sortie du premier Avengers 6 ans plus tôt. Avec ce film, Marvel vient de mettre un crochet du droit dans la face de tout le monde, moi le premier. Thanos vient d'éliminer la moitié de l'univers en un claquement de doigts grâce aux gemmes de l'infini, y compris les super-héros qu'on suit depuis plusieurs années. La scène est tellement dure, tellement surprenante, que oui, j'ai chialé dans le cinéma, comme tout le monde. Mais évidemment, Marvel a bien prévu son coup. On te laisse sur une fin où la moitié de tes personnages préférés viennent de crever, on veut savoir ce qui va se passer ensuite. Et pour savoir, vous attendez la sortie d'Avengers Thanos Endgame le GOAT dans un an. Et quand c'est sorti, non, il fallait juste être là en fait. Le film est un raz-de-marée, il se classe 2e succès plus rentable de l'histoire et il offre ce que j'estime être une des scènes de combat les plus épiques des 15 dernières années. Eh bah putain. D'ailleurs, est-ce que vous savez combien d'acteurs figurent dans cette scène là du coup? Marvel, ça vient de Fortnite. Qui a dit ça, putain, mes frères? Combat final. Le Marvel, film ça fait devient 2,8 milliards de dollars de recettes pour un budget estimé à 370 millions. Disney a racheté Marvel en 2009 pour 4 milliards et en 2019, le MCU dépasse les 22 milliards au box-office. La machine à fric. Oh my god. Bon investissement, non? Endgame, c'est un tournant pour Marvel, mais aussi pour l'industrie du cinéma. Dans un seul film, on a réussi à réunir plus de 50 acteurs. Et c'est pas les seconds rôles, non, c'est quasiment que des stars. Et puis la promo était si grande que ça a complètement éclipsé tout ce qui est sorti 6 mois avant et 6 mois après. Hellboy sort 2 semaines avant Endgame avec 50 millions de budget, il fait 55 millions de box-office dans le monde entier. Et cette année-là, en dehors de Disney, aucun blockbuster n'a atteint les 200 millions aux États-Unis. Mais le MCU tel qu'on le connaissait est mort. Iron Man est mort. D'un coup, le monde est sur pause. On attend le prochain move de Marvel. Parce qu'après un tel plot twist, on fait quoi? Has already been long. Lockdowns across the world have left theaters closed for months. Alors en 2020, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un petit virus qui nous a obligés à rester chez nous. Et du coup, plus de cinéma. Et ça a foutu une sacrée pagaille chez Marvel. Parce que eux, ils avaient une phase 4 à dévoiler et c'était prévu jusqu'en 2022. Et là, on arrive à un moment où la machine Marvel Disney s'enraye. Bon, vous connaissez déjà Kevin Feige, Monsieur Multiverse, mais dans l'immeuble d'en face de chez Marvel, chez Disney, on a Bob Iger, le DG. Et lui, il pense qu'à un truc, c'est de concurrencer Netflix. Il veut des séries Marvel pour sa nouvelle plateforme, Disney+. Les plus fans d'entre vous le savent, mais on avait déjà des séries Marvel avant 2021. Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, Daredevil, The Punisher, exceptionnel d'ailleurs. C'est vrai, mais elles étaient diffusées sur Netflix. Ah la tuile. Donc on fait quoi? On les intègre au MCU, on les développe plus, ou alors on les sacrifie? Je sais pas, je suis perdu, aidez-moi. Et on les sacrifie. Et du coup en 2021, on lance que des nouvelles séries. Et ça commence fort. WandaVision, Loki, The Falcon and the Winter Soldier, What If et Hawkeye. Toutes ces séries ont 2 points communs. Elles doivent toutes s'inscrire dans le MCU et elles sortent toutes la même année, en 2021. Et tous les 2 mois, on a une nouvelle série. Et chaque Putain, série mais la devient régalade nécessaire pour les ultra fans de Marvel que ça devait être. Oh mon dieu. à l'intrigue générale. Et en parallèle, il y a toujours des films qui sortent. 7 films en moins de 2 ans quand même. Ouais, bof. Ah, alors parfois Marvel va même expérimenter et sortir des films sans qu'on comprenne trop ce qu'ils font. Eh mais c'est le multivers quoi. C'est bien beau tout ça, mais en 2022, ça va péter. Les langues se délient en interne chez les auteurs de Marvel. Le calendrier imposé par Disney est tout simplement impossible à suivre d'un point de vue artistique. C'est impossible de relier les histoires entre elles facilement et surtout dans les temps. C'est un casse-tête gigantesque. À cette époque, c'était littéralement courant de courir après Kevin Feige pour savoir comment écrire telle ou telle scène ou les intégrer dans tel film. Et du coup, pas mal de films commencent à être tournés sans même que le scénario soit fini. Voire pire. En 2023, Marvel a estimé que le scénario du reboot de Blade était pas assez bien écrit et a interrompu la production alors même que le matériel était en train d'être transporté dans les studios d'Atlanta. Et quelques mois plus tard, le studio va même licencier des employés. Ah non mais c'est la cata là. La même année, il y a tellement de burn-out, toujours plus de taf et toujours moins d'argent. En demandant aux employés de produire toujours plus fort et toujours plus vite, et Marvel a détruit celles et ceux qui faisaient le cinéma. Et pendant toute cette tempête, Kevin Feige va pas trop s'exprimer. Il faudra attendre juillet 2025 pour qu'il revienne sur cette période et qu'il avoue, pour la première fois, la quantité a primé sur la qualité. Bien vu Kevin. Cette phrase-là, elle explique tout. Bon, le gars avoue des années après, mais on le savait déjà, enfin, ça se voyait. Parmi les 22 films des phases 1 à 3, seulement 3 films ont rapporté moins de 500 millions de dollars au box-office. Et une fois la phase 4 lancée, 7 des 13 films suivants n'ont même pas atteint ce seuil. Ouais, je sais, on dit comme ça paraît énorme. Mais si, c'est grave pour Disney et Marvel. Ils ont mis la barre trop haute. À partir d'Endgame, les coûts de production sont toujours plus élevés. Toujours plus d'acteurs, des cachets toujours
plus gros si l'acteur est là depuis longtemps, toujours plus de marketing. Tiens, pour vous Bon, donner les un 4 exemple, fantastiques, en frère, 2008, je suis le tellement cachet de pas allé le Robert voir. Downey Jr. a coûté 500 000 $ pour le premier Iron Man. Et après, ça n'a fait que monter. Pour Iron Man 2, 10 millions. Avengers, 50 millions. Iron Man 3, 50 millions aussi. Age of Ultron, 50 millions, t'as tant qu'à faire. Civil War, tiens, 64. Mais il a tellement d'argent, putain. Spider-Man Homecoming, 10 millions. Infinity War, 75 millions. Et Avengers Endgame, 75 Non mais mec, tu fais quoi avec autant d'argent dans ta putain de vie? Mais arrête de faire des films. millions. Arrête, 10 ans plus putain. tard, on est passé de 500 000 $ à 75 millions pour un film. Ah, et puis le comble, c'est Spider-Man Homecoming. Il est là 10 minutes à l'écran et il a pris 10 millions de $. Ça fait 1 million de $. La minute. Voilà, Waouh. en détente. Et forcément, avec ce système-là, on en vient à banaliser le fait qu'un film Marvel, ça coûte 300 millions de $. Et vous vous rendez pas compte, je crois, 300 millions de $ pour un film, c'est 100 millions de $ de plus que ce qu'a coûté Titanic. Et ça, Marvel l'a fait plusieurs fois par an. En 2022, il dépense 850 millions de $ pour la production de Thor, Love and Thunder, Black Panther, Wakanda Forever et Doctor Strange, Multiverse of Madness. Seulement 3 films. Et ça, c'est sans la promo. Et le résultat, c'est qu'à cette époque, on déclare qu'on va devoir lever le pied. Bon, dans tout ce beau bordel, il y a encore quelques éléments un peu cool. Genre ça. Spider-Man No Way Home, c'est le film dont Marvel avait Ouais. besoin. Ils ont joué la carte du fanservice et ça a marché. No Way Alors, Home, à la base, Spider-Man, ça appartient à Sony, mais aussi un peu à Marvel. Donc si on va avoir les 3 acteurs de Spider-Man dans No Way Home, va falloir en discuter. Tobey Maguire a joué dans la trilogie de Sam Raimi. Andrew Garfield a joué dans 2 films et Tom Holland, c'est la vache à lait de Marvel depuis un moment déjà. Le grand problème de Marvel repose sur des franchises dont les droits ont été vendus il y a bien longtemps à d'autres, quand ils avaient plus de thunes. Alors avec le temps, ils ont réussi à quasiment tout racheter, mais depuis plusieurs années, c'est quand même Sony qui détient Spider-Man. Et évidemment, ils veulent pas lâcher le morceau à Marvel. Ah, j'imagine bah ouais. pas la gueule des négociations, mon pote. Bon, après, ils sont pas bêtes, les gars. Hein. Ils ont vu l'attente qu'il y avait autour d'une réunion, le boulevard qu'ils avaient en sortie de Covid et surtout le pognon monstrueux qu'ils pouvaient gagner. Ils se Non, sont j'ai dit, pas regardé on va les Marvel. trouver un terrain d'entente, y a Enfin, de pas problème, tous, quoi. les mecs. Le film est... Ah, je sais pas. Pour moi, No Way Home est à la croisée parfaite entre fanservice et un film qui est là juste pour remplir un calendrier. Et ça, beaucoup de personnes le comprennent. Ouais, c'est vrai, No Way ça. Home, c'est un peu la goutte de trop. Même si ça nous a fait kiffer, on comprend très bien que Marvel est coincé dans un modèle de production depuis bien longtemps là. Et évidemment, le film se termine avec la promesse de plusieurs nouveaux arcs narratifs pour Spider-Man. Mais à ce moment, le monde sort peu à peu du Covid et personne sait trop ce que va devenir l'industrie du cinéma. Et on se dit que si le futur du cinéma ressemble à ce que Marvel propose, on n'en veut pas. Est-ce qu'on n'a pas un peu perdu ce qui Tu sais que moi j'ai la flemme de regarder tout. En fait, c'est pour ça, ça donne pas envie. Les Gardiens de la Galaxie, les Avengers, les machins, les nanas, la flemme, mon frère. qui faisait l'âme du cinéma en suivant ce modèle de film produit à la chaîne. Toujours les mêmes acteurs, toujours les mêmes intrigues, et puis toujours des super-héros. On peut avoir des vrais humains avec des vrais sentiments et des intrigues auxquelles on peut s'identifier ou pas. Pas des cas. Ouais, justement, je pense que le prochain Spider-Man ça va être ça, tu vois. Et des fonds verts, En plus, possible. le côté et puis surtout, émotionnel. Marvel règne sans laisser sa place aux autres. Est-ce qu'on viendrait pas d'assister, sans s'en rendre compte, aux dernières années du cinéma tel qu'on l'a connu? Quand un modèle marche, tout le monde veut sa part du gâteau. D'autres studios ont vu comment Marvel a réussi à crouler sous l'argent grâce à son univers étendu, alors ils ont voulu essayer. Et d'abord on a Warner Bros qui va tenter le coup avec la licence concurrente à Marvel, DC Comics. L'idée était exactement la même que pour Marvel, hein. On a 60 ans de comics dont on peut s'inspirer, on va pas s'en priver. On a qui? On a Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, voilà, let's go. Bon, quand Justice Marvel League. s'évertue à poser un cadre, créer de l'attente, sortir un film après l'autre, DC brûle toutes les étapes et nous pond Justice League, une espèce de sauce Avengers produit à la hâte. Et là ça me saoule parce que mon super-héros préféré est dans cette licence. Batman, dans mon cœur, à tout jamais les gars. C'est pas de sa faute à lui, il a rien demandé, il lui en voulait pas s'il vous plaît. Et encore, le DCverse c'est pas la tentative la plus ratée. On rappelle qu'Universal a tenté de créer un Dark Universe avec des monstres connectés entre eux, la momie, Dracula, l'homme invisible, le loup-garou, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, la fiancée de Frankenstein. Alors sur le papier, pourquoi pas? Et en plus, le studio prévoit d'en envoyer plein les yeux avec des castings de fous. Javier Bardem, Johnny Depp, Tom Cruise, Russell Crowe et Sofia Boutella. Et c'est pas bien. Oulala, non, très cache des caca. Ah, et du coup, le projet de Dark Universe sera complètement annulé après seulement un film. Marvel a fait des petits, on peut le dire. Et des univers cinématographiques étendus, on en voit partout maintenant. Que ce soit dans les films ou dans les séries. Allez, suivez le guide. On va Dr. Jekyll. aller voir qui a voulu s'y essayer. La saga Conjuring, le Monsterverse avec Godzilla, King Kong et compagnie, Dune Prophecy, Walking Dead et ses 6 séries Ah délire. ouais, non, putain, The Walking Dead, frère, c'est trop. House of the Dragons, l'univers de Tolkien, Anneau de pouvoir, War of the Rohirrim, Better Call Saul, Jurassic World, ça, Bienvenue à Derry, The Penguin, Star Trek Picard et Star Trek Discovery, les suites Ghostbusters depuis 2016, le reboot Legacy et Frozen Empire, Jumanji et plein d'autres. Ah non mais n'est pas Marvel qui veut les gars. Hein. Comment ne pas penser qu'à un moment Marvel ne s'est pas senti légitime de produire autant de films et de séries quand tout Hollywood s'est mis à les copier. Enfin, pas tout Hollywood n'a envie de faire partie de l'univers Marvel. Oh, en tout cas pas Martin
Martin Scorsese. J'ai essayé les Marvel, vous savez, mais c'est pas du cinéma. Honnêtement, malgré leur qualité et les talents des acteurs, la comparaison qui se rapproche le plus, ce sont des parcs d'attractions. Ouais, non, mais il parle comme ça, t'inquiète. Aïe, coup dur. Ah oui, non, mais c'est pas terminé, attendez, parce qu'il y a son pote Francis Ford Coppola qui a quelque chose à dire. Ah, et si le réalisateur du Parrain a des choses à dire, on l'écoute, les gars. Moi, il a été gentil en disant que c'était pas du cinéma. Il n'a Bro, what is this accent, bro? pas dit que c'était méprisable. Ce que moi je dis pourtant. Quand deux réals de génie descendent la franchise les plus prolifiques de tous les temps, c'est peut-être un indicateur que t'as franchi la ligne rouge. Mais ces déclarations-là, elles plaisent pas à Tony Stark. According to Scorsese, it's not cinema. I got to take a look at that, you know? Why did he say that? Because it's his opinion, and But it is cinema, isn't it? I mean, it plays in theaters. Mais tu m'étonnes qu'il défende Marvel, tu sais combien d'oseille il a gagné Robert Downey Jr. avec toutes ces conneries là? Près de 600 millions de dollars. Il y a personne dans le chat qui fera autant d'argent dans sa vie. Personne. Je serais prêt à le jurer que personne dans sa vie fera autant d'argent. En 3 films Iron Man, 4 Avengers et des apparitions dans d'autres films de la franchise. Parce qu'à Endgame, Marvel reposait sur le personnage de Tony Stark. Robert Downey Jr. a donné 20 ans de sa vie à Marvel. On peut parler d'un pacte avec le diable, hein, mais on peut surtout parler d'un sacré gâchis parce que c'est un putain d'acteur. Nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour Chaplin, et pourtant à partir de 2008, on l'a pas beaucoup vu ailleurs que chez Marvel. Pourquoi? Il a pas le temps. Et encore, quand il joue ailleurs, il est un peu coincé dans le rôle de Tony Stark. Madam, I need you to remain calm, and trust me, I'm a professional. But beneath this pillow lies the key to my release. Mais ça c'est pareil avec tous ses copains, Chris Hemsworth, Chris Evans, Chris Marquez. À partir du moment où un acteur met un pied dans l'univers Marvel, c'est presque impossible d'en sortir pendant les 15 prochaines années. Et pourtant, les fois où ça marche, Eh ouais, Tom Holland, c'est pareil, frère. on se rappelle que c'était quand même des bons acteurs à la base. Et avec le temps, Marvel s'est aussi spécialisé dans la prise d'otage de talent. Je t'explique. Avant Iron Man 2 en 2010, Scarlett Johansson, c'était pas la resta que tu connais aujourd'hui. C'était une actrice qui marchait bien, mais pas de ouf. Ouais, c'était une sioniste, ouais, mais putain, elle est trop belle pour une sioniste. Pourquoi t'es sioniste, frère? Putain, mais t'es conne ou quoi? Une fois qu'elle a posé un pied dans le MCU, elle a tourné dans 10 Marvel en 11 ans. Marvel, c'est des spécialistes pour aller chercher des acteurs et les obliger à rester. Genre Tom Holland avec 6 films en 5 ans, et on va le voir encore pendant longtemps, ou encore Pedro Pascal, sur qui Marvel a mis la main alors qu'il était en train de tout péter. Quel move de génie de l'avoir mis en Ned Richards dans les 4 Fantastiques. Ah, je vous l'annonce, on va l'avoir encore pendant 10-15 ans au moins. Mais si seulement c'était que pour les acteurs cette situation. C'est trop nul à chier en vrai comme situation, je Parce trouve. que être réalisateur de Marvel, c'est pas facile non plus, les gars. En 2014, on Zionist apprend que le body. réalisateur Edgar Wright quitte la production d'Ant-Man. Edgar Wright, c'est le réalisateur de la trilogie Cornetto, Scott Pilgrim. En comédie d'action, il maîtrise. Et surtout qu'on sait qu'il bosse depuis 8 ans sur le projet Ant-Man. Il a coécrit le scénario et il est coproducteur. Au début, Kevin Feige disait la présence d'Edgar Wright, c'est la seule raison pour laquelle on fait ce film. Et bah, quelques années plus tard, le gars est poussé gentiment vers la sortie. Alors évidemment, Disney signera un communiqué très propre pour expliquer la situation, mais en backstage, on en saura un peu plus. Kevin Feige dirige Marvel avec une vision très personnelle, mais quand on ajoute un véritable auteur à l'équation, voilà le résultat. Ils veulent pas qu'on s'exprime trop, ni qu'on ait une vision trop affirmée. Mais des réalisateurs qui ont signé un Marvel dont le scénario n'était pas jugé comme conforme, il y en a plein. Patty Jenkins et Thor 2, Joss Whedon et Age of Ultron, et c'est plus ou moins la même chose qui est arrivé à Taika Waititi. Le mec avait quand même fait des films assez cool. Et quand on l'appelle sur Thor Ragnarok le meilleur des 3 films, et ben ça marche bien. Le film est salué par la critique et les fans, mais quand on lui demande de faire Thor Love and Thunder, ça bloque, parce que le film est un peu trop fou pour un Marvel. C'est pas du tout le même ton que tous les autres films ont depuis 10 ans. Quand Marvel lâche un peu de l'est, ça floppe. Quand ils encadrent un peu trop les productions, ça donne des films sans goût, sans saveur. Et dans les deux cas, ils sont perdants. Alors moi je dois vous avouer un truc, les critiques contre Marvel je les comprends. Et en plus de donner un modèle à suivre pour le reste de la profession, Marvel a vite réussi à étouffer la concurrence pendant son âge d'or. Si on additionne la phase 2 et 3, ça correspond à 6 ans, 1 mois et 24 jours. Oui, j'ai compté. Durant cette période, Marvel a sorti 17 films. C'est l'équivalent d'un film tous les 4 mois. Et en s'accaparant toute la lumière médiatique, il y a quelques films qui devaient être des énormes succès au cinéma qui ont complètement floppé. Tomorrowland par exemple, sorti en 2015 avec George Clooney, un film futuriste avec plus de 180 millions de dollars de budget, vous connaissez ou pas? Eh bah certainement pas, parce que à ce même moment, en face, au cinéma, il y avait Ant-Man. The Nice Guys avec Ryan Gosling et Russell Crowe sorti en 2016, c'est pareil, mais pourtant le film est super, mais quelques semaines plus tôt au cinéma, on avait Captain America Civil Putain, War. fuck Marvel, fuck Marvel. Même les films de franchise ont pris cher. Blade Runner 2049, Solo, Star Wars Story, Détective Pikachu, tous étaient en face de films Marvel. Tu peux rien faire. Comment exister face à ces monstres? À chaque fois, tous les films que j'ai cités avaient des prévisions de score énormes et on finit par faire des scores divisés par 5, 6. Ils ont tous You look lonely, je peux fixer ça. floppé. C'est difficile de lutter. En tant que spectateur, j'ai toujours été dégoûté de voir Marvel peu à peu prisonnier de son propre système. Et malgré les résultats moyens, les phases ont continué les unes après les autres, sans pause. À un moment, on a été tellement gavé de films Marvel produits rapidement qu'on a vu la qualité réduire. Chaque Marvel était produit de manière Anna de Armas standard, faut en parler aucune aussi. folie dans le scénario, des personnages interchangeables, de l'humour forcé, une production qui est toujours plus rapide, et forcément, la CGI Non mais vieillit mal. She-Hulk, oh là là, mais quelle bouse mon gars, oh là là.
Ça là. De l'humour Ça, là. forcé, une production Ça, là. qui est toujours plus rapide, et forcément, Oh là là, mais vas-y. bah la CGI vieillit mal. Et on en est arrivé à ce constat-là. À force de servir du moyen, le moyen est devenu satisfaisant. Maintenant le public est tellement habitué que même si on lui sert de la merde, il va la bouffer. Et du coup quand un film est correct sur le plan artistique, on parle de chef-d'œuvre. Vous me croyez pas? Mais regardez la phase 5. Pas bon, très bon, pas bon, naze, pas bon. Intéressant. Un film et demi à sauver sur 6. Début 2026, on est dans la phase 6 qui doit se terminer fin 2027. Et franchement... je sais pas à quoi m'attendre. There is one very, very important character that is required. Ladies and gentlemen, we give you the one person who could play Victor Von Doom. C'est gênant, c'est trop nul. La queue entre les jambes, Marvel a rappelé Robert Downey Jr. à la rescousse pour devenir... Ouais, je la refais, hein. Je la refais. Tom, Schlum, foum. Je vais gagner 300 millions. La queue entre les jambes, Marvel a rappelé Robert Downey Jr. à la rescousse pour devenir le grand méchant des 2 prochains et derniers Avengers, Doomsday et Secret Wars. Ouais, Tony Stark est bel et bien mort à la fin du Endgame, mais Robert Downey Jr. lui, il revient. Vous y comprenez rien? Mais c'est normal, personne n'a rien compris au départ. Hein. Et pour les réaliser, on rappelle les frères Russo, les réalisateurs des films qui ont le mieux marché de la franchise, mais quand même des mecs qui ont sacrément fait du mal au cinéma. Avec cette situation, on doit terminer la phase 6, terminer le multiverse, et je sens que ça va être un beau bordel. Des X-Men, des anciens Avengers, des nouveaux Avengers, des reboots, des caméos, des personnages uniques qu'on a vu que dans des séries, parfois dans des dessins animés. J'ai mal à la tête. Qu'on voyait mourir il y a 7 ans, à la fin d'Endgame. Moi, je me demande plutôt si Marvel a réellement appris de ses erreurs. J'ai mal à la tête. Hey, j'ai Ça mal fait à la longtemps que tête. j'ai pas vibré devant un Marvel. Et je suis sûr que vous non plus. Mais putain, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. On regarde, on consomme, on émet quelques théories, on débat. Mais est-ce qu'on ressent vraiment quelque chose? Au départ, Marvel faisait du cinéma par passion, avant d'être contraint de le faire par devoir, parce qu'il y avait une place de numéro 1 à garder. Et le pire, c'est que tout le monde a fait pareil pour avoir cette place. Et le risque, bah, c'est un désamour du cinéma. Alors qu'est-ce qui reste? Un studio milliardaire qui ressuscite ses morts pour faire encore plus d'argent. Qu'on aime ou qu'on déteste, le constat sur Marvel est unanime. Ils ont perdu la flamme. Et à moins d'un miracle, ça va être très dur de nous prouver le contraire. Avec la phase 6 et les 4 fantastiques, on nous a fait une promesse, celle du soft reboot. Plus besoin de tout reprendre à zéro pour savoir qui est qui, il y a juste à se laisser porter. On nous a introduit de nouveaux personnages, de nouveaux arcs, comme si Marvel allait relancer la machine pendant encore 15 ans. Et si on devait faire un constat, bah je dirais que Marvel a régné sur le cinéma moderne, mais ne l'a pas détruit. C'est notre rapport au cinéma qui a changé. Alors est-ce qu'on aura encore des Marvel dans 30 ans? Probablement. Est-ce que j'irai encore les voir? Et bah uniquement s'ils réussissent encore à me faire rêver d'avoir des super pouvoirs. Ouais, non, moi j'ai lâché. C'est trop nul. Je trouve ça trop chiant. Nul. Nul.